À la une de cette première livraison de la semaine, édition du lundi 11 novembre 2013, deuxième pont sur le Voury, la pose de la première pierre en vue de la construction de l'ouvrage se précise. Une forte délégation des membres du gouvernement a effectué le tour de quelques sites devant accueillir le chef de l'État et ses nombreux invités ce 11 novembre 2013 à Douala. Éliminatoire de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, le compte à rebours de la confrontation Cameroun-Tunisie le 17 novembre 2013 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé est lancé à quelques jours seulement de cette rencontre cruciale pour les Lions indomptables du Cameroun. La rédaction de Cannes 24 se propose de vous faire vivre tous les instants qui précèdent cette rencontre et bien évidemment revisiter l'histoire des deux formations. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Cannes 24. Bonsoir à tous. On l'a dit, deuxième pont sur le Voury et la pose de la première pierre et en vue de la construction de cet ouvrage qui se précise, une forte délégation des membres du gouvernement a effectué le tour de quelques sites devant accueillir le chef de l'État ce 11 novembre 2013. La délégation conduite par le chef du protocole d'État et les directeurs du cabinet civil à la présidence de la République s'est rendue entre autres sur le site de l'événement et qui pourrait enfin devenir une réalité dans les 2 prochains jours. Les détails, Donada Nouzoa, Benoît Dormont. L'imminence de l'arrivée du chef de l'État à Douala est à chercher dans cette délégation qui a grossi en cette journée du 11 novembre 2013. Contrairement aux précédentes visites qui s'étaient arrêtées jusque-là au ministre des Travaux publics, Patrice Ambassala faisait cette fois partie d'une équipe amenée par le chef du protocole d'État et les directeurs du cabinet civil de la présidence. Dans leur tour de ville, en compagnie du gouverneur de la région du littoral et d'autres autorités de la capitale économique, ces derniers se sont rendus sur le site qui va abriter la cérémonie de pose de la première pierre en vue de la construction du second pont sur le Voury dans les prochains jours. Ici, les travaux de terrassement sont très avancés et la tribune devant accueillir le chef de l'État et de nombreux invités est achevée. Le second pont sur le Voury qui est annoncé devrait suppléer à l'actuel, désormais insuffisant pour contenir le flux d'usagers en partance ou en provenance des régions de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. D'après les informations glanées lors de la signature de son contrat de construction le 13 octobre 2011, cet ouvrage va mesurer environ 850 mètres. Il présentera 2 voies de circulation dans le sens d'Eido-Bonaberi et 3 autres dans le sens contraire, ainsi qu'une bande d'arrêt d'urgence dans le sens Bonaberi-Deido et d'un pont ferroviaire à 2 voies. Sa construction devra coûter 87 milliards de francs CFA. L'actuel pont, construit en 1954, avait été réhabilité en 2004. Au-delà donc de cette descente sur le terrain, le déplacement des membres du gouvernement s'est achevé sur les sites de 2 importantes structures de fabrication de ciment qui vont à terme accroître la production de ce matériau dont la demande est sans cesse croissante sur le marché. Des structures dont l'importance économique montre à suffire combien elles urgent la présence d'un second pont sur le Voury. Les détails une fois de plus avec Donada Nouzoa et Benoît Dormont. Considéré comme un vecteur de l'économie, le deuxième pont sur le Voury verra traverser sur son dos des camions chargés des premiers sacs de ciment des 2 structures destinées à alimenter le marché des bâtiments et travaux publics. CIMAF, qui se terre à la zone industrielle de Bonaberi, et Dangote, tapis en zone portuaire, projettent de mettre le fruit de leur production sur le marché dès 2014. Après avoir fait l'objet de plusieurs critiques, Dangote Cement Cameroun, en construction sur les berges du Voury, devra produire 10 millions de tonnes de ciment pour la première année. Le projet, rentré en construction depuis 2011, pour un coût de 54 milliards de francs CFA, à en croire les explications données aux membres du gouvernement, se veut une grosse innovation non polluante pour une ville de Douala qui étouffe. Elle devra utiliser en moyenne 240 personnes une fois ces travaux de construction achevés. Assainissement urbain, Douala est donc à préparer la visite du chef de l'État. La ville économique du pays se fait belle depuis quelques jours. Des travaux routiers sont entrepris sur tout l'itinéraire qui va abriter le passage du cortège présidentiel. L'action menée par la communauté urbaine de Douala en prélude à l'arrivée de Paul Biya ne laisse point différents les citoyens. Divina Pi et Josué Ngonga ont sillonné quelques artères. Voici le reportage.
Une couche de peinture à huile pour redonner vie au garde-four situé sur l'axe tunnel aéroport boulevard de Gaulle. C'est ce à quoi s'attellent depuis quelques jours avec promptitude les agents de l'assainissement de la communauté urbaine de Douala. C'est que la ville refait sa toilette. Outre ces travaux qui ne passent inaperçus, la direction de la police municipale met un accent sur le désordre urbain. Nous assurons la veille en ce moment parce que comme vous voyez si bien, il y a un embellissement de la ville parce que nous attendons le président qui va arriver dans quelques jours. Donc notre rôle ici, c'est que nous empêchions qu'il y ait des petits vendeurs ambulants, qu'il y ait des gens qui affichent de manière anarchique. Et du coup, les vendeurs ambulants sont absents et la circulation plus fluide. Le grand boulevard de Gaulle est aussi parsemé du vert rouge et jaune et agrémenté d'écrans géants estampillés d'images de Paul Biya, le président de la République. Les travaux s'accélèrent sur le tracé de l'émi-immigration où les habitations ont fait peau neuve. Les pavés sont posés ça et là, de grands lampadaires flambant neufs érigés. La population salue l'action. Je trouve que c'est une bonne chose. Il est question qu'on se réveille et que de temps en temps on rafraîchisse. À défaut de faire des travaux profonds, mais qu'on rafraîchisse quand même la ville. Le constat est fait. Certains axes routiers de la ville ont refait leur beauté, ce qui laisse croire que Paul Biya à Douala, cette fois, ne sera point un canular. Parlons cette fois des énergies renouvelables qui sont au secours de l'électrification périurbaine et rurale. On en parle ici dans la région du Sud et c'est l'objet donc d'un séminaire d'information et de sensibilisation du secteur privé et des collectivités territoriales décentralisées qui vient de se tenir à Ebolova sur initiative de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité ARCEL en partenariat avec l'Union européenne et l'initiative de promotion des investissements privés dans le sous-secteur de l'électrification rurale au Cameroun. Le thème central de la rencontre tournait autour des opportunités d'investissement dans le secteur énergétique. Lude Gonzanga Kanjbanda pour le reportage, récit Clarisse Konjok. Une centaine de chefs d'entreprise et d'exécutifs municipaux venant des régions du centre, du sud et de l'est ont pris part à ce séminaire qui a eu pour cadre la salle de conférence d'une structure hôtelière de la ville d'Ebolova. La démarche entreprise par l'Agence de régulation du secteur de l'électricité et ses partenaires est d'informer et sensibiliser le secteur privé et les maires sur le cadre légal, réglementaire et fiscal qui offre de meilleures perspectives d'affaires dans le secteur de l'électricité. L'assistance technique qui a apporté aux opérateurs désireux d'investir dans le sous-secteur de l'électrification rurale les opportunités de financement ouvertes aux investisseurs potentiels. À travers les réformes successives entamées depuis 1998 dans ce secteur, les pouvoirs publics visent le désengagement de l'État dans le service marchand de l'électricité, l'évolution de la desserte pour couvrir les zones périurbaines et rurales, la couverture d'une meilleure qualité de service aux consommateurs et la dynamisation de la compétitivité. Restons dans cette partie du pays pour parler des initiatives à résultats rapides avec la délégation régionale des transports du Sud qui va en guerre contre les faux permis de conduire au cours d'une réunion de sensibilisation qui a regroupé les personnels de la délégation régionale des transports dans cette partie du pays, les opérateurs d'auto-école et les syndicats des transporteurs par autocar, mototaxi. Jean-Claude Nkoutou a demandé une application totale des directives ministérielles visant à lutter sans merci contre la corruption dans le domaine de l'établissement du permis de conduire. Pour plus de précisions, retrouvons une fois de plus Lude Gonzanga à Kanjbanda, cette fois Divinapi pour le récit. Rien ne sera plus comme avant dans le processus de délivrance du permis de conduire dans la région du Sud. Selon le constat fait sur le terrain, le nombre accru des accidents de la route est dû pour une large part au déficit de formation des conducteurs. Et pourtant, nombre d'entre eux disposent d'un permis de conduire très souvent obtenu par des voies tortueuses. Conséquence, des pertes en vies humaines et en matériel à n'en point compter. C'est une opération lancement du transport à l'effet de réduire de 70% en 100 jours le nombre de faux permis délivrés dans la région du Sud. Pour être concret dans sa lutte, le ministère des Transports s'est fait le devoir d'attaquer le mal par la racine en infiltrant les réseaux mafieux parallèles. La délivrance des faux permis par les services des transports avec la connivence des auto-écoles, l'attribution des notes fantaisistes aux candidats. Nous allons mettre l'accent sur la formation à la base, parce que tous les candidats qui viennent à l'examen doivent être d'abord bien formés, régulièrement évalués et
et avoir une bonne tenue sur la photo. Pour permettre au permis camerounais de retrouver la crédibilité nationale et internationale, tous les acteurs de la chaîne ont du pain sur la planche. Il s'agit d'activer les brigades de contrôle pour sensibiliser, éduquer et sanctionner les conducteurs. Il est également question d'assainir le milieu des auto-écoles qui brille encore par la clandestinité et le bricolage. Dans les couloirs de l'enseignement supérieur, l'université de Maroua vient de produire son premier docteur. Le docteur Domo Joseph est désormais habilité à diriger les recherches en psychologie sociale. Ces travaux viennent d'ailleurs d'être présentés et soutenus publiquement à l'université locale. Au terme de cette soutenance placée sous le thème « Pratique et représentation, processus théorique et méthodologique », le jury a jugé acceptable les travaux abattus par cet enseignant. La soutenance de cet enseignant, auteur de plusieurs publications, s'est déroulée dans une ambiance de bon enfant. Les membres du jury étaient composés du professeur Saïbou Issa, directeur de l'école normale supérieure de Maroua, comme président les professeurs Ossa Ebolo et Amabia Mina de l'université de Maroua, Samé Kole Samuel de l'université de Douala, comme membre et bien entendu André Mthieu de l'université de Yaoundé 1 comme rapporteur. Rappelons que l'université de Maroua compte environ 150 enseignants assistants, dont 2 tiers sont sans doctorat pour une école doctorale qui comprend 5 unités de formation doctorale, dont 2 sont domiciliés à l'école normale supérieure et 3 à l'Institut supérieur du Sahel. Nous vous proposons de suivre à présent l'attitude du tout premier docteur sorti des moules de l'université de Maroua. Docteur Domo Joseph s'exprime au micro de Célestin Tabouli. À l'issue de la soutenance de mon HDR, je peux vous dire que je suis un homme comblé. Comblé pour avoir enfin atteint cet objectif que je m'étais fixé depuis quelques années. Et l'opportunité m'a été donnée par l'université de Maroua de le faire. Je suis vraiment un homme satisfait. Parlons à présent de la connaissance et du maniement de la langue avec la Cameroun English Language and Literature Teachers qui veut promouvoir l'excellence dans l'enseignement de l'anglais. La Camelta, comme on l'appelle, l'a fait au cours d'un séminaire atelier et qu'elle vient d'organiser à Ngaoundéré dans la région Château d'Eau du Cameroun. Les travaux avaient pour cadre l'Institut polyvalent bilingue des Pintad de la même ville. Les détails, Joseph Moafo et Bintou Akoum. Ce séminaire était présidé par le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Adamawa, Amadama Diafarou, a dans son message d'ouverture appelé les participants à demeurer des modèles pour les enfants dont ils ont la charge. Il a par ailleurs insisté sur la pratique régulière du jeu bilingue institué par le ministre des tutelles avec comme objectif général l'enrichissement des enseignements d'anglais, de littérature et English language dans tous les établissements de l'Adamawa et également des nouvelles techniques et compétences dans les domaines des enseignements au Cameroun. D'autres articulations telles que le discours du président sortant ont meublé ces séminaires. Prince Ewangé Philippe, qui a servi comme président de Camelta Adamawa pendant 5 ans, a exalté le président entrant à multiplier les efforts afin que l'anglais soit à la portée de tous les élèves dans la région. Les différentes présentations ou exposés portant sur divers sujets et des ateliers de partage pédagogique ont agrémenté ces séminaires qui étaient le tout premier pour l'année académique 2013-2014. Let's go. Bien, vous l'avez compris, c'est donc la page spéciale consacrée à la Coupe du Monde, éliminatoire de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, avec le compte à rebours de la confrontation Cameroun-Tunisie qui est annoncée pour le dimanche 17 novembre 2013 au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé. Il a donc lancé ce compte à rebours et à quelques jours seulement de cette confrontation cruciale pour les Lions indomptables du Cameroun, la rédaction de Camus 24, on vous l'a dit, en ouverture donc de cette édition d'information, se propose de vous faire vivre tous les instants
qui précède cette rencontre et revisiter autant que faire se peut l'histoire des deux formations. Pour cette première sortie, nous vous proposons dans un premier reportage de suivre l'histoire de la confrontation entre le Cameroun et la Tunisie. Un reportage Apollinaire Zoubenbon. Les Lions indomptables du Cameroun ont déjà affronté les Aigles de Carthage à 13 reprises, 6 fois à l'occasion des matchs amicaux et 7 fois pour les rencontres officielles. Avec 6 victoires, 2 défaites et 5 matchs nuls, le Cameroun détient un avantage considérable sur les Aigles de Carthage. Dans le cadre des qualifications à une phase finale de Coupe du Monde, les deux formations se sont affrontées pour la Coupe du Monde de 1990. Le Cameroun avait alors pris le dessus en aller et retour en s'imposant respectivement sur les scores d'1 but à 0 et de 2 buts à 0. Et puisque la rencontre du 17 novembre 2016 prochain est qualificative donc à la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, revisitons le parcours du Cameroun à cette compétition mondiale. Zobel Apollinaire Bon, une fois de plus. Avec 2 participations depuis que la Tunisie, l'aventure des Lions indomptables du Cameroun en une phase finale de Coupe du Monde débute en 1982 en Espagne. Cette année-là, le Cameroun sort au premier tour après une série de 3 matchs nuls, 0 but partout face à la Pologne, score identique face au Pérou et 1 but partout face à l'Italie. Le Cameroun réapparaît sur la scène mondiale en 1990 en Italie et inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de cette compétition mondiale. Éliminé en quart de finale par l'Angleterre, après avoir passé en revue les grosses pointures du football, à l'instar de l'Argentine de Diego Armando Maradona, la Roumanie de Lakatos et la Colombie de Higuita. Cette année-là, le Cameroun est le premier pays africain à être éliminé à cette étape de la compétition. 4 ans plus tard, les Lions indomptables se qualifient pour la Coupe du Monde de 1994, organisée par les États-Unis d'Amérique. Logé dans la poule de la Suède, du Brésil et de la Russie, le Cameroun achève la compétition au premier tour avec un seul match nul et 2 défaites dont la plus retentissante fut celle contre la Russie, 1 but contre 6. Le Cameroun est encore présent sur le sol français pour la Coupe du Monde de 1998. Comme en 1994, les Lions indomptables du Cameroun sont écartés au premier tour avec un bilan de 2 matchs nuls et une défaite. Le même scénario se reproduit en 2002 en Corée et au Japon. Les Lions indomptables amenés par le sélectionneur allemand Wilfried Schäfer sont éliminés prématurément de la compétition avec un seul point obtenu lors du match nul contre l'Irlande. La dernière participation en 2010 en Afrique du Sud a été la plus catastrophique pour les Lions indomptables du Cameroun et leurs nombreux supporters. Face aux adversaires coriaces que sont les Pays-Bas, le Danemark ou encore le Japon, les poulains de Paul Le Guen ont broyé du noir. 3 défaites en 3 sorties, le Cameroun termine dernier de sa poule avec 0 points. Toujours en sport, pour sortir en football, quelques mois seulement après leur nomination, les membres du comité régional de normalisation du littoral ont officiellement pris leurs fonctions ce 11 novembre 2013 à Douala. La cérémonie était présidée par le premier vice-président du comité de normalisation du comité national de normalisation de football, le prince Ngassa Api. La nouvelle équipe a pour mission fondamentale de relancer le football dans la région du littoral, mais surtout de préparer les futures élections au sein de cette ligue régionale. Jean Nkongo Mbappé, Albert Tangana Fouda et le colonel Teyou ont promis de tout faire pour mettre en œuvre les recommandations de leur hiérarchie. Voici l'attitude du prince René Ngassa Api au micro de Michel Atiba. Mission assignée à ce nouveau bureau et de travailler sainement, premièrement travailler dans la solidarité. Le président doit travailler avec tout le monde, toutes les 3 personnes, toutes les 2 personnes, et ensuite doit même consulter les présidents de club, y compris les journalistes. Je crois que c'est par cette concertation que le président peut avoir une vision des choses et ça lui permettra de bien cerner les réalités de la région. Let's go.
À l'étranger, dans cette édition d'information, 11 novembre, c'est donc la célébration de l'armistice de la guerre mondiale de 1918. C'est un événement qui est marqué par quelques incidents en France. Et puis, en Philippines, les secours s'organisent peu à peu, malgré les difficultés. Ewan et Yann, le terrible typhon, a donc frappé ce jour le Vietnam. L'essentiel de l'actualité internationale avec la rédaction de C24. À Paris, on a célébré l'armistice du 11 novembre 1918. La cérémonie était présidée par François Hollande sur les Champs-Élysées. Une centaine de manifestants est venue conspuer le président de la République. Il serait de l'extrême droite selon le ministre Manuel Valls de l'Intérieur. L'archipel sinistre des Philippines est assisté progressivement. Plus de 10 000 morts sont à déplorer à la suite du puissant typhon Haiyan. Les forces de maintien de l'ordre assistent les secours et luttent contre les pillages en série. Haiyan est arrivé au Vietnam après avoir baissé en intensité avec des vents à seulement 120 km à l'heure. Le nord de Marseille fait une fois de plus parler de la poudre. Un jeune homme a été froidement abattu d'une rafale de Kalachnikov. La victime tuée à l'arrière d'une voiture était bien connue des services de police et de justice. C'est la 15e personne à être tuée à Marseille et dans sa périphérie depuis janvier 2013. L'opposition syrienne s'invite à la table des négociations de paix à Genève avec des conditions préalables. L'opposition syrienne veut récupérer ses pouvoirs des mains de Bachar al-Assad, qui ne peut quitter la présidence sous aucun prétexte. 11 truffes blanches vendues aux enchères à prix fort. En effet, bien que très apprécié par les amateurs et pas à la portée de tout le monde, ce champignon hors pair s'est arraché à plus de 274 000 € au cours du week-end. C'était à Alba, dans la périphérie de Turin en Italie. 90 000 €, c'est le coût d'un lot de 2 truffes maximales, un luxe que s'est offert une acheteuse chinoise. À retenir de cette édition d'information, la toute première livraison de la semaine, édition du lundi 11 novembre 2013, deuxième pont sur le Vouri et la pose de la première pierre en vue de sa construction, la construction de cet ouvrage qui se précise. Une délégation interministérielle a séjourné dans la capitale économique du Cameroun ce jour. C'était pour visiter tous les différents sites qui devrait accueillir le chef de l'État. La visite a donc eu lieu ce 11 novembre 2013 dans la capitale économique du pays. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, le compte à rebours de la confrontation Cameroun-Tunisie annoncé pour le 17 novembre 2013 au prochain à Yaoundé qui est lancé. Dans ce journal, vous avez eu le retour sur quelques temps forts, les différents. Nous avons revisité ou alors remonté le temps pour comprendre les différentes confrontations qui ont déjà mis aux prises du pays. Et bien entendu, l'histoire de la participation du Cameroun à cette phase, à cette importante et prestigieuse compétition au niveau du monde. Madame, Monsieur, l'information est en continu sur Camus 24. Au nom de toute la réalisation, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.